Une école d'art bombardée par l'armée russe à Mariupol, des civils seraient ensevelis sous les décombres. 2 Ukrainiennes réfugiées en Italie racontent comment elles ont fui la guerre dans leur pays et elles confient leur espoir d'y retourner un jour pour y vivre en paix. En Belgique, une voiture a foncé sur une foule se rassemblant pour participer à un carnaval faisant au moins 6 morts et une vingtaine de blessés. Les 2 occupants du véhicule ont été arrêtés. L'Espagne se rapproche du Maroc sur l'épineuse question du Sahara occidental, quitte à froisser l'Algérie qui soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Le secouriste qui réalise ces images découvre sidéré les dégâts causés par les bombardements russes sur une école de Mariupol. Dans ce bâtiment, 400 civils étaient réfugiés selon les autorités ukrainiennes, incapables pour le moment d'établir un premier bilan même si on évoque déjà des dizaines. Beaucoup plus à l'ouest, la recherche de survivants se poursuit aussi à Mykolaiv, où une caserne a été détruite pendant la nuit par le tir de roquettes russes, comme le raconte ce militaire. La première explosion m'a réveillé. J'ai eu à peine le temps de prendre mon arme avant que la deuxième explosion ne survienne. Le choc a été terrible, beaucoup plus intense. Je m'en souviendrai toute ma vie. L'attaque a été confirmée cette fois par l'armée russe qui précise avoir utilisé des missiles dernière génération pour cibler à Mykolaiv un site de stockage de carburant utilisé par l'armée ukrainienne. Nos missiles de croisière ont été lancés depuis la mer Caspienne et ont survolé la Crimée. Ces missiles hypersoniques ont détruit un grand site de stockage de carburant près de la colonie de Konstantinovka, dans la région de Nikolaev. Les véhicules blindés ukrainiens qui combattent dans les zones du sud de l'Ukraine venaient tous s'approvisionner ici en carburant. La Russie confirme également de nombreux bombardements en cours dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. Privée d'électricité, d'eau potable et de nourriture, la population continue de fuir la ville de Mariupol. Ce dimanche encore, les sirènes annonçant des raids aériens se sont fait entendre dans la capitale ukrainienne et un autre quartier résidentiel a été bombardé. Pour l'instant, aucune victime n'a été signalée, mais il s'agit bien entendu d'un signe que les combats continuent de s'intensifier dans la banlieue de Kiev. Les soldats avec lesquels j'ai discuté ces derniers jours insistent sur le fait qu'ils contrôlent la situation et qu'ils sont même capables de repousser certaines offensives de la Russie. Plus tôt dans la journée, nous avons assisté à une cérémonie funéraire en hommage à un soldat ukrainien, mais nous n'avons pas été autorisés à filmer. Selon plusieurs sources, de multiples funérailles de ce type ont eu lieu ces derniers jours ici à Kiev. Pour l'instant, le bilan officiel reste de 1300 morts chez les soldats ukrainiens, selon le président Volodymyr Zelensky, qui a annoncé ce chiffre la semaine dernière. Côté armée russe, plus de 14 000 soldats auraient été tués, toujours selon l'armée ukrainienne. Lors d'une liturgie en début de journée, nous avons parlé à quelques soldats qui nous ont dit qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient gagner cette guerre. Ils disent qu'ils ont déjà surpris le monde entier en montrant combien ils étaient capables de résister. De nombreux analystes internationaux ne leur donnaient que quelques jours. Et voilà qu'après presque un mois de conflit, ils tiennent toujours leur capitale. Annelies Borges from Kyiv for Euronews. C'est une histoire de réfugiés ukrainiens comme on trouve désormais un peu partout en Europe. Là, c'est en Italie que ces 2 femmes ukrainiennes et leurs enfants ont posé leurs valises après avoir fui leur pays en guerre. Nous sommes à Belmonte in Sabina, petit village à 1 heure de route de Rome. Ces réfugiés vivaient à Lviv lorsque le conflit a éclaté. 6 jours après le début de la guerre, on a pris la décision de quitter le pays, raconte Tania. On est parti car on avait peur. On n'avait pas peur pour nous, mais pour nos enfants, pour leur avenir. On risquait de se retrouver sans électricité, sans gaz, sans eau. Alors comment expliquer ça aux enfants? Ils n'étaient pas préparés à vivre ainsi. Donc on a décidé de partir, mais c'était pas facile. Le voyage a été très long. Tania est partie avec ses 2 enfants, laissant son mari sur place. Idem pour son amie Katia, qui a fui avec son garçon de 4 ans. Ces réfugiés ont traversé la Hongrie et l'Autriche avant d'arriver en Italie, où elle connaissait quelqu'un de la diaspora ukrainienne.
On espère bien rentrer chez nous un jour pour refaire notre vie ensemble. Ce sera un nouveau départ pour le pays. On va le reconstruire et on aura une vie encore plus paisible qu'avant. À ce jour, l'Italie a accueilli plus de 50 000 réfugiés ukrainiens, mais les autorités s'attendent à en recevoir beaucoup plus. Et combien de temps va-t-on rester ici? C'est la question que posent les enfants à leur maman, une question pour le moment sans réponse. En Belgique, une voiture a foncé sur une foule se rassemblant pour participer à un carnaval, faisant au moins 6 morts et une vingtaine de blessés. L'accident s'est produit vers 5 h du matin dans le village de Strépy-Bracqueny, qui dépend de la Louvière, au sud du pays. Vers 5 h, donc, il y a eu une voiture qui est passée à plus de 100 km/h, qui a pris tout le cortège. Et donc voilà, moi je me suis réveillé vers 5 h 30, donc j'ai une petite commotion. J'ai vu, c'est vraiment comme dans les films, des gens par terre, du sang, des ambulances, la police, vraiment des scènes horribles. Sous le choc, le maire de la Louvière, Jacques Gobert, a eu du mal à contenir son émotion face à la presse. Le bilan est très lourd sur le plan humain. Différentes décisions ont été prises, la principale étant d'inviter les sociétés folkloriques de Strépy-Bracqueny d'arrêter l'organisation de notre carnaval. Le maire de la ville a aussi déclaré que les 2 personnes qui occupaient la voiture avaient été interpellées, précisant qu'elles étaient originaires de la Louvière et que la piste terroriste était pour l'instant exclue. Le rapprochement inattendu de l'Espagne avec le Maroc sur l'épineuse question du Sahara occidental a fait quelques remous. L'Algérie, qui soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, a rappelé son ambassadeur à Madrid pour des consultations. Contre toute attente, l'Espagne a annoncé la semaine dernière soutenir le projet marocain d'autonomie de ce territoire, ancienne colonie espagnole, contrairement aux accords des Nations Unies qui prévoyaient la tenue d'un référendum. Nous abordons cette nouvelle période avec la détermination de relever ensemble les défis communs. En particulier, nous voulons renforcer la coopération dans la gestion des flux migratoires en Méditerranée et dans l'Atlantique, en agissant dans un esprit de pleine coopération. Madrid tente donc de normaliser ses relations avec Rabat après la brouille diplomatique provoquée il y a près d'1 an par l'accueil en Espagne pour y être soigné du Covid du chef du Front Polisario Brahim Ghali, ennemi juré de Rabat. En guise de représailles, le Maroc avait déclenché l'arrivée massive de migrants sur la côte nord du pays, dans l'enclave espagnole de Ceuta. Le pape François en visite samedi dans un hôpital pédiatrique du Vatican à Rome. Dans ce service, près d'une vingtaine d'enfants ukrainiens sont actuellement hospitalisés. Ces jeunes réfugiés qui ont fui l'invasion russe souffrent de maladies graves et pour certains de sérieuses blessures dues à la guerre. Le souverain pontife a demandé déjà à plusieurs reprises la fin du conflit en Ukraine. Sans doute une nouvelle preuve du réchauffement climatique. L'est de l'Antarctique a enregistré cette semaine des températures exceptionnellement élevées, plus de 30 degrés au-dessus de la normale. La base du mont d'Urville, installée sur la côte de la Terre Adélie, a même établi un record de douceur pour la saison avec une température minimale de plus 0,2 degrés relevée le 18 mars.